Avant l'aube, le sang avait imprégné l'herbe. Un cri de mort. Au cœur de la steppe brûlante, l'intelligence s'affronta aux griffes. Qui survivrait au retour du jour? La bataille mortelle du Serengeti. La tragédie des babouins. Le soleil se leva dans une fine brume, sa lumière filtrant à travers les rares acacias et se répandant sur la terre encore imprégnée de l'air nocturne. Après la défaite sanglante, les Mavuno quittèrent la vieille colline rocheuse, en quête d'un nouveau lieu, un lieu avec un ruisseau asséché, une brise légère et des arbres bas offrant une ombre bienvenue. Pour Kano, c'était un nouveau départ. Une terre débarrassée de l'odeur du sang et de l'ancien pouvoir. Mais pour la nature, aucun commencement n'est véritablement nouveau. Chaque terre appartient à quelqu'un d'autre, qui ne s'est simplement pas encore manifesté. Au matin, les babouins grimpèrent aux plus hauts acacias, cueillant des fruits et lissant leur pelage, leur hurlement résonnant dans toute la plaine. De là-haut, ils pouvaient embrasser du regard l'ensemble du champ. L'herbe dorée s'étendait à perte de vue, ondulant sous le vent. Plus loin, dans la brume, 3 ombres dorées se mouvaient. Une troupe de lionnes. Elles chassaient. Chaque pas semblait se fondre dans les vagues d'herbe, leurs queues frémissant légèrement, leurs yeux froids. Kano se tendit, observant. Non pas effrayé, juste curieux. La façon dont elles se tenaient accroupies, la façon dont leurs muscles se contractaient à chaque respiration, tout cela avait la beauté de celle née pour régner. L'impala était tout près, inconsciente du danger. Les lions se dispersèrent, luttant contre le vent, refermant le cercle. Mais tout là-haut, un hurlement retentit, déchirant l'air immobile. Puis un autre, et toute la troupe hurla. Le son résonna dans les environs. L'impala sursauta, leva la tête et chargea. Les lions bondirent, mais n'eurent que le temps de voir la petite silhouette disparaître derrière l'herbe. La chasse échoua en un clin d'œil. Le troupeau de Mavuno se mit à hurler. Ils secouaient les arbres, jetaient des branches sèches, hurlaient longuement, leur rire moqueur résonnant dans toute la forêt. En contrebas, 3 lions levèrent les yeux. L'un d'eux s'approcha du tronc, griffant l'écorce avec force, tentant de grimper. Le tronc était glissant et incliné, ses griffes s'enfonçant dans l'écorce rugueuse. Il essaya de nouveau de grimper, ses pattes se crispant, mais après quelques pas, son corps massif glissa. Un rugissement de colère retentit. Un autre tenta de le suivre, sautant, mais ne parvint qu'à mi-chemin avant de chuter. Les singes, plus haut, hurlaient, lançant des morceaux de tronc. Le rugissement du lion se mêlait au hurlement,
comme une harmonie de fierté et de colère. Kano se tenait sur la plus haute branche, le vent faisant flotter sa fourrure grise. La lumière du soleil éclairait ses yeux, brillant comme des lames. Il ne se cacha pas. Les derniers lions se détournèrent, laissant derrière eux une traînée de poussière rouge. Mais lorsqu'ils partirent, leur dernier regard brûlait encore. Dans ses yeux, il y avait une promesse tacite, cette humiliation serait vengée. La nuit tomba. Le troupeau de Mavuno se rassembla sur l'acacia, dormant paisiblement sous le clair de lune scintillant. Le chant des insectes se mêlait au souffle léger des corps serrés les uns contre les autres. Ils se croyaient en sécurité, persuadés que l'arbre, assez grand et intelligent, les protégerait. Mais au loin, les lueurs dorées brillaient encore doucement dans l'obscurité. Les lions n'étaient pas loin. Ils attendaient. Patiemment. Dans l'obscurité, les orgueilleux n'entendent souvent pas les pas du destin. Le lendemain matin, la brume voilait la canopée de l'acacia. Le soleil était encore bas, projetant de fins rayons de lumière sur les troncs et le sol humide. Après la longue nuit, le troupeau de Mavuno ralentit le rythme. Les femelles se toilettaient mutuellement, leur doux grognement résonnant comme une douce musique. Les jeunes grimpaient et descendaient des branches, se balançant d'un bout à l'autre des lianes, riant de petits cris cristallins. L'air était paisible, silencieux, comme si la steppe leur avait offert un matin rare, sans crainte. Kano, perché sur la plus haute branche, les yeux mi-clos, observait le troupeau. De l'autre côté du champ, l'herbe dorée ondulait doucement, quelques antilopes broutaient au loin, et aucun danger ne planait. Dans la douce lumière de l'aube, la steppe était comme un rêve. Non loin de là, 3 ombres dorées se mouvaient dans l'herbe. Les lions étaient de retour. La faim et la colère, après leur défaite de la veille, les empêchaient de partir. Ils avançaient lentement, à couvert, dans la poussière. Leurs yeux dorés brûlaient, leur respiration était rapide, leur queue frémissait légèrement. Ils cherchaient à venger leur honneur perdu, et celui qui les avait insultés se tenait juste devant eux. En haut d'un arbre, un bébé singe s'était séparé de sa mère et avait couru jusqu'à la cime d'une branche basse. Curieux et joueur, il levait les pattes pour capter la lumière du soleil, gazouillant de temps à autre. Sa mère le regarda en grognant doucement pour l'avertir, puis se baissa pour continuer à enlever des cigales pour ses congénères. Tout était si familier, si paisible, que personne ne remarqua les herbes au loin qui commençaient à s'agiter plus vigoureusement. Un léger sifflement déchira le vent. Puis l'herbe explosa. L'ombre du lion était arrivée, son corps doré jaillissant de la poussière comme une flèche vivante. Le sable vola en éclats, un rugissement déchira l'air. Tout le groupe de singes fut effrayé et hurla bruyamment. À cet instant, le corps de la mère singe paraissait bien plus petit, mais elle n'hésita pas. Elle tendit les bras, s'interposant entre son petit et les griffes du lion. Le choc fut fulgurant, un rugissement, puis un nuage de poussière. Les griffes du lion se refermèrent,
ses dents s'enfonçant dans le cou de la femelle. Le craquement des os était sec, rougeoyant sous le soleil matinal. Le lion ne s'arrêta pas. Il traîna sa proie au loin, tranquillement, sans se retourner. Il ne restait qu'une longue traînée de sang au sol et le petit, assis là, hébété, ses petites mains toujours tendues en vain. Kano sauta à terre, ses pattes s'enfonçant dans le sol, se précipitant dans cette direction, mais il était trop tard. Le vent, chargé d'une odeur de poisson et de poussière sèche, soufflait violemment. Au-dessus, le troupeau de Mavuno se figea, plus de hurlements, plus de bruissements. Chaque son était étouffé, comme étranglé. Il n'y avait que le bruissement du vent dans les feuilles et la lumière aveuglante sur la traînée de sang frais qui s'assombrissait au soleil. Le troupeau était silencieux. Des yeux hébétés, emplis de stupéfaction. Le bébé singe fut ramené à la cime des arbres, blotti dans les bras d'une autre femelle. Le soleil, haut dans le ciel, déchira la brume et illumina le sol imprégné d'odeurs de sang frais. Et là, Kano resta immobile, le regard sombre. Un instant de paix avait été troqué contre la vie. Et la steppe, comme toujours, ne rendait rien sans prendre autre chose. Cette nuit-là, personne ne dormit. Les femelles serraient leurs petits contre elles, frissonnant légèrement sous la brise. Les mâles restaient immobiles, se toilettant mutuellement en silence. Plus de cris, plus de rires, seulement la respiration et le clair de lune glissant à travers les feuilles comme des ruisseaux froids. Kano était assis au bord d'une branche, le regard fixé sur le sol où le vieux sang s'assombrissait. Le clair de lune éclairait son visage, froid et argenté, reflétant ses yeux lourds et fatigués. La force ne pouvait protéger personne des griffes de la nature. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'il était devenu chef, Kano comprit, pour protéger la meute, la force seule ne suffisait pas. Le lendemain matin, une lumière pâle et un vent froid se levèrent. Tout était pareil, les acacias, les prairies, les ruisseaux asséchés, mais quelque chose avait changé au cœur du troupeau de Mavuno. Plus de gazouillis, plus de jeux dans les branches. Il se déplaçait lentement, les yeux lourds. Kano se tenait sur un rocher bas, le regard fixé au sol. Le vent portait une odeur de cendre et de terre sèche. Il inspira profondément, mais l'odeur du sang persistait. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son esprit, l'image de la mère singe plongeant, les bras ouverts, son regard paniqué et l'éclat des dents blanches du lion, se répétaient sans cesse. Une partie de lui avait envie de hurler, de se précipiter pour se venger. Mais l'autre partie savait que s'il mourait, tout le troupeau périrait avec lui. Après le choc, le troupeau de Mavuno retrouva peu à peu son rythme.
Plus personne ne parlait de ce terrible matin. La mort s'était éloignée, mais dans le regard de chaque adulte persistait une lueur sombre, difficile à dissiper. Pourtant, la vie devait continuer, car sur ces terres, seuls ceux qui savent aller de l'avant survivent. Les femelles serraient leurs petits contre elles, se caressant et se toilettant mutuellement. Un grognement sourd et régulier résonnait, comme le pouls du troupeau reprenant son souffle. Les jeunes se remirent à jouer. Ils couraient autour de l'acacia, grimpaient, glissaient, puis se balançaient d'une branche à l'autre, tombant parfois dans l'herbe sèche avant de se relever en gloussant d'un rire instinctif. Cano les observait de loin, son regard s'adoucissant. Chaque saut, chaque mouvement d'escalade des petits était une façon pour eux de grandir, leurs muscles se développant, leurs réflexes de survie s'affinant inconsciemment. Alors que le soleil déclinait à l'ouest, de longues ombres s'allongeaient sur l'herbe. Le troupeau de Mavuno commença à se disperser. Les mâles adultes s'éloignèrent, longeant la lisière de la forêt à la recherche de racines ou de petites proies. Les autres femelles se dispersèrent non loin de là, cherchant des fruits mûrs tombés autour du vieux figuier. Leurs hurlements épars résonnaient sur le flanc de la colline, comme les cris de ceux qui, épuisés, ne voulaient pas se reposer. La faim se faisait de nouveau sentir. Après une journée de peur, le ventre vide alourdissait leurs pattes, mais personne ne s'arrêta. Dans un coin reculé, une guenon s'était séparée du troupeau. Elle suivait la pente herbeuse, à la recherche d'une jeune antilope. Elle regarda autour d'elle, hésita un instant, puis la saisit, la serra fermement entre ses mains et retourna vers le troupeau. L'odeur de viande fraîche flottait dans l'air, légère mais suffisante pour faire frémir les buissons alentour. Des cris stridents s'échappèrent des buissons bas. Le sol se mit à trembler légèrement, sous l'effet de petits corps agiles et affamés. Une bande de mangoustes aux yeux brillants, affamés depuis des jours, apparut simultanément, plus de 30, et se rassembla en cercle autour de la guenon. Elle s'arrêta, les épaules voûtées, les yeux scrutant les alentours. Son petit corps se tendit comme une corde. Toute la bande de mangoustes se rua sur elle. Leurs petites dents brillaient sous le soleil de fin d'après-midi. La guenon recula d'un pas, serrant sa proie contre elle, mais les mangoustes étaient trop nombreuses. Les cris stridents couvraient le bruit du vent. Elles se jetèrent en avant, griffant, tirant, arrachant tout sur leur proie. En un instant, la guenon comprit que si elle s'accrochait, elle serait déchiquetée avec sa proie. Elle lâcha prise. Les civettes se jetèrent sur elle comme des fourmis sur du miel. Griffes, dents et poussière volèrent de toutes parts. En un moment, la chair fut réduite en lambeaux, brisée en morceaux, puis engloutie par des gueules affamées. En quelques minutes, le sol était nu, ne laissant derrière lui que l'odeur du sang et quelques poils épars.
Quand elles partirent, la Guenon resta immobile, la poitrine haletante, les bras ballants. Elle ne cria pas, ne se mit pas en colère, se contentant de regarder les petites civettes s'enfuir. Peut-être avait-elle compris, parfois, survivre, c'est aussi savoir se laisser faire. Une fois le soleil couché, le troupeau de Mavuno se rassembla sous la canopée des acacias. Les derniers rayons dorissèrent leur pelage gris, les faisant se fondre dans le sol. Les petits, épuisés, se blottissaient contre la poitrine de leur mère. Les jeunes mâles se toilettaient mutuellement en silence, leurs grognements sourds et réguliers résonnant comme les chants de ceux qui avaient enduré une longue journée. Cano, perché sur la plus haute branche, contemplait l'horizon. Au loin, le soleil couchant se teintait peu à peu de pourpre. De l'autre côté du champ, l'herbe ondulait doucement. Un son étrange résonna, un long hurlement rauque, sec comme l'acier frottant la pierre. Des hyènes. Le vent tourna, emportant l'odeur humide et âcre du prédateur nocturne. Cano releva doucement la tête. Ses yeux reflétaient le dernier coucher de soleil, fatigué mais lumineux, silencieux mais déterminé. Derrière lui, la meute de Mavuno s'était blottie en cercle, les bras serrés les uns contre les autres. Après la perte, la faim et la résilience, ils étaient toujours en vie. Sous le ciel d'un violet profond, la steppe retrouvait son rythme familier, calme, lent, empli de danger mais aussi de vie. Sur les branches d'acacia, le vent caressait le pelage de Cano. Il ferma les yeux, inspirant profondément le vent nouveau, celui de la nuit qui s'annonçait. Le voyage n'était pas terminé. Car dans cette contrée, lorsqu'un jour s'écoulait paisiblement, ce n'était qu'une préparation au prochain défi. La steppe ne connaissait jamais de répit. Et la vie n'appartenait qu'à ceux qui savaient baisser la tête et persévérer. Le ciel s'assombrit. Sous la canopée des acacias, le troupeau de Mavuno se blottit les uns contre les autres, leurs silhouettes silencieuses se fondant dans l'obscurité. Au-dessus, le vent changea de direction, emportant avec lui les senteurs de la terre, de l'humidité et l'odeur des chasseurs nocturnes qui s'éveillaient. Le clair de lune éclairait le corps de Cano, se reflétant dans les yeux perçants et compréhensifs de celui qui comprenait. Ce n'est pas la force qui maintient le troupeau en vie, mais la persévérance à continuer de vivre après chaque perte. La nuit passe, l'aube reviendra. Mais lorsque le soleil reviendra, cette steppe sera-t-elle vraiment paisible ? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.
et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains récits et voyages sur ces terres hostiles. Les hautes herbes cachent un chasseur solitaire, rapide comme l'éclair, silencieux comme la nuit. Mais cette fois, il est encerclé. La meute arrive, silencieuse mais féroce. Le combat commence, un contre tous. Il n'y a pas de retour en arrière. Botswana. Le combat acharné entre le ranger solitaire et la meute. Botswana. Le cœur de la nature sauvage. Là où des rivières que l'on croyait disparues dans le désert reprennent vie après la pluie, et où la vie surgit tranquillement de la boue. Dans la savane inondée de l'Okavango, l'appel à la survie retentit à chaque aube. Des troupeaux d'antilopes boivent avec prudence, l'ombre des prédateurs rôdant à chaque pas. Le Botswana n'est pas seulement une terre sauvage, c'est aussi l'un des écosystèmes les plus intacts et les plus complexes de la planète. Au cours de ce voyage, nous découvrirons des secrets insoupçonnés, explorant les liens étranges entre le chasseur et sa proie. Découvrez un monde où chaque être vivant doit lutter pour survivre. Caché parmi les arbres denses, une grande silhouette silencieuse avance lentement. Le léopard. Un prédateur solitaire et patient. Il incarne l'élégance et la mort. Sa fourrure dorée est parsemée de taches noires rondes telles des marguerites sauvages, lui permettant de presque disparaître dans les zones claires et sombres des prairies et de la jungle. Son corps est fin et flexible comme un ruban de soie. Chaque pas est léger, presque silencieux. Sous sa peau douce se cache un système de muscles puissants et flexibles, lui permettant de se déplacer avec une précision quasi absolue. Sa petite tête, ses oreilles dressées et ses yeux ambrés brillent toujours lorsqu'il observe sa proie. Ses dents acérées et ses griffes rétractables sont ses armes mortelles, soigneusement protégées jusqu'au moment de l'attaque. Contrairement aux lions ou aux lycaons, qui chassent en groupe, les léopards sont des chasseurs solitaires. Le silence est leur allié. L'obscurité est leur manteau. Et chaque attaque est préparée par des heures de traque intense. Dans le delta de l'Okavango, où les hautes herbes et l'ombre dense forment un labyrinthe naturel, les léopards sont des maîtres de la furtivité. Leur proie préférée est l'impala. Ses pattes sont agiles et son odorat est très développé, mais un moment d'inattention peut s'avérer inutile. Alors que les derniers rayons du soleil de l'après-midi s'éteignaient, le léopard commença à bouger.
Il s'approcha petit à petit, au ras du sol, profitant de chaque obstacle pour se mettre à l'abri. Devant lui, un impala broutait, inconscient des regards rivés sur ses moindres mouvements. Puis soudain, le léopard bondit en avant à la vitesse de l'éclair. Après quelques minutes de poursuite, l'antilope ne put s'échapper. Une morsure précise mit fin à la lutte, mettant fin à la chasse. Le léopard traîna la carcasse vers le buisson, cherchant un endroit sûr, loin des pillards. Dans la nature, la victoire ne signifie pas la sécurité absolue. Mais maintenant, seule la femelle et la belle récompense après de longues heures d'attente silencieuse sont attendues. Au Botswana, chaque coucher de soleil nous rappelle que beauté et cruauté vont de pair, indissociables. Alors que la saison sèche se termine progressivement et que les premières pluies arrosent le Botswana, le léopard entre dans sa saison des amours. Sans les rugissements ni les combats acharnés des lions, la quête du grand félin pour trouver une partenaire est silencieuse mais intense. Le mâle suit une piste olfactive de phéromones pour trouver une femelle en chaleur. Ils passent plusieurs jours ensemble, s'accouplant plusieurs fois par heure pour assurer la conception. Après le départ du mâle, la femelle élève seule sa nouvelle vie. La gestation dure environ 3 mois. À l'ombre de buissons denses ou de crevasses rocheuses, elle donne naissance à 1 à 3 petits aveugles et faibles. Lorsqu'ils sont assez forts pour grimper, les petits suivent leur mère pour apprendre à traquer et à chasser. Après la chasse de la mère léopard, le bébé apprend à chasser à distance.
La mère utilise toute sa force musculaire pour hisser sa proie dans un arbre, loin des voleurs potentiels. Il en va de même pour l'enfant qui attend son repas. Cependant, le sol n'est jamais resté paisible très longtemps. L'odeur d'une proie fraîche a attiré un groupe de voleurs sans qu'ils aient à se donner la peine de chasser. Les lycaons sont parmi les prédateurs les plus intelligents et les plus organisés du monde sauvage. Leur corps est fin mais robuste, mesurant environ 60 à 75 cm au garrot, et leurs 4 longues pattes leur permettent de parcourir de longues distances. Leur fourrure caractéristique, tachetée de 3 couleurs, jaune terreux, noir et blanc, est unique. Telle une empreinte digitale naturelle, elle permet d'identifier les individus au sein de la meute. Leurs grandes oreilles rondes, semblables à des plaques, aident non seulement à dissiper la chaleur, mais améliorent également leur capacité à entendre à longue distance. Les lycaons ne chassent pas seuls. Ils maîtrisent parfaitement les tactiques de combat en équipe. Une meute peut compter de 6 à 20 individus, parfois plus, avec une structure sociale claire, le couple alpha se reproduit, tandis que les autres individus soutiennent, prennent soin des petits et partagent la nourriture. Après la chasse au léopard, les lycaons ont senti l'odeur d'une nouvelle proie. La meute se déplace comme une unité, communiquant par des sifflements, des cris brefs et des gestes. La faim les pousse à se rassembler au pied de l'arbre, où le festin sent encore le sang frais. La meute de lycaons encercle le pied de l'arbre, les yeux levés pour suivre chaque mouvement du léopard au-dessus. Quelques-uns commencent à sauter sur le tronc, grattant l'écorce rugueuse, créant un bruissement menaçant. La meute se précipite vers la carcasse de l'impala sans s'en rendre compte. Le léopard avait disparu de la canopée. L'air sembla se figer dans un souffle. La meute se précipite vers la carcasse de l'impala sans s'en rendre compte. La bagarre éclata. La morsure mortelle laissa un chien sauvage incapable de riposter. Les chiens sauvages n'eurent le temps de riposter que pour protéger leurs congénères. Mais il était trop tard. Alors que la poussière retombait et que les bruits du combat s'estompaient au loin, une autre scène apparut, paisible et émouvante.
À l'orée de la forêt, où la douce lumière du soleil filtrait à travers le feuillage clairsemé, une femelle léopard se reposait sur un rocher chauffé par le soleil. À côté d'elle, deux petits, au pelage gris pâle tacheté de noir indistinct, jouaient, se mordillant la queue et grimpant sur le dos de leur mère. Chaque saut maladroit, chaque chute était une première leçon de force, d'agilité et de silence nécessaire à la survie. Un peu plus loin, dans un espace ouvert où une lumière vive perçait à travers les acacias, une troupe de babouins se rassemblait bruyamment. Beaucoup plus grands que des singes ordinaires, ils avaient un corps robuste, de longues dents et une fourrure gris-brun. Leur visage noir et nu, leurs yeux enfoncés et leurs longs museaux proéminents leur donnaient une apparence sauvage et puissante. Le mâle dominant, qui pouvait peser plus de 30 kg, se dressait dans l'herbe, tel un guerrier gardant son territoire. Sa queue recourbée et ses membres puissants lui permettaient de se déplacer rapidement et de combattre efficacement si nécessaire. Les babouins sont des primates qui vivent en groupes serrés, avec une structure sociale clairement hiérarchisée. Ils ne sont pas seulement végétariens. Omnivores intelligents et organisés, les babouins chassent en utilisant des tactiques rarement observées chez les autres primates. Lorsqu'ils repèrent de petites proies comme des lièvres, des lézards ou même de jeunes singes d'autres espèces, toute la troupe les encercle et se coordonne pour les coincer. Les mâles de grande taille mènent généralement l'attaque. Grâce à leurs dents acérées et à leurs puissantes morsures, ils peuvent achever leur proie en quelques secondes. La nourriture est ensuite répartie entre les individus prioritaires du groupe, notamment le chef et la femelle qui élève ses petits. Les babouins se reproduisent toute l'année, mais la saison des pluies est généralement la plus propice à la reproduction, lorsque la nourriture est abondante et que l'environnement est plus propice au développement des petits. La femelle est gestante pendant environ 6 mois avant de donner naissance à un seul petit. Les premiers jours suivant la naissance, le bébé s'accroche fermement au ventre de sa mère, les yeux grands ouverts, les mains et les pieds fermement agrippés à chaque poil de son corps. Cet attachement dure des mois. Chaque pas, chaque saut est une première leçon de survie, apprise directement sur le dos de la mère. Le lien maternel au sein d'un groupe de babouins est fort, mais insuffisant pour affronter tous les dangers. Dans un écosystème grouillant de prédateurs, les babouins, malgré leur intelligence, leur organisation et leur combativité, restent des cibles tentantes pour les autres carnivores. Mais les babouins ne sont pas les seuls protagonistes de cette scène féroce. Alors que les arbres commencent à s'éclaircir et que les prairies s'étendent à perte de vue, un autre visage du prédateur apparaît. Silencieux et dangereux, d'une toute autre manière. Les hyènes tachetées sont des carnivores sociaux complexes dotés d'une intelligence incroyable,
souvent confondus avec des charognards. Leur corps musclé, leurs épaules hautes et leurs membres antérieurs plus longs que leurs pattes postérieures leur confèrent une démarche accroupie caractéristique, semblable à celle d'un rôdeur. Leur fourrure brun-gris parsemée de taches noires irrégulières, leurs oreilles rondes et leurs yeux brillants la nuit les rendent faciles à repérer dans la savane sauvage. Les dents de la hyène sont parmi les plus puissantes du monde des mammifères, avec une force de morsure suffisante pour broyer de gros os et des carapaces de tortues. Mais ce qui rend cette espèce véritablement dangereuse n'est pas sa force individuelle, mais sa capacité à se coordonner en meute. Une meute de hyènes peut compter jusqu'à 30 individus, menés par une femelle dominante, avec une structure sociale matriarcale unique parmi les carnivores. L'apparition de la hyène tachetée hante toujours tout carnivore solitaire du Botswana. Là où un éclat de rire est le début d'un cauchemar, d'une guerre de domination. Le soleil vient de se coucher à l'horizon, l'atmosphère s'épaissit. Le vent cesse de souffler. Dans l'obscurité silencieuse, les yeux jaunes du léopard scintillent entre les feuilles. Il se repose. Au loin, des rires résonnent dans la clairière. Une meute de hyènes tachetées approche. Leurs yeux brillent dans l'obscurité. Leurs pas lourds sur l'herbe sèche produisent un son régulier, confiant et menaçant. Elles ont flairé la proie que le léopard vient de tuer. Une opportunité. Elles avancent lentement. Le léopard recula lentement. Ses yeux dorés étaient toujours fixés sur les hyènes qui sifflaient avec excitation autour de la carcasse. Des buissons, il s'abaissa, son corps entier se fondant presque dans le sol brun foncé. Plusieurs grandes hyènes s'approchèrent de la proie, baissant la tête avec complaisance. À cet instant, le léopard s'élança. Mais cette fois, il ne put que reculer devant le nombre et l'agressivité des hyènes tachetées. Au loin, au milieu de la clairière, le léopard observait silencieusement. Il ne rugissait pas. Il ne se retournait pas. Car dans le monde des solitaires, la survie n'est parfois pas une question de force, mais d'instinct de s'arrêter au bord de la mort. Mais là-bas, dans les vastes prairies ensoleillées, sans aucun endroit où se cacher, un autre prédateur se prépare à sa propre course à la vie. Plus élancé, plus audacieux, mais aussi plus fragile face aux dangers environnants.
Guépard. Maître de la vitesse. Guerrier des grands espaces. Avec son corps élancé et ses 4 longues pattes, il incarne à la perfection la vitesse et la grâce. Sa fourrure jaune pâle est parsemée de taches noires, et ses yeux cerclés de noir s'étendent du coin de ses yeux jusqu'à son museau, lui conférant un air à la fois féroce et fier. Contrairement au léopard qui traque silencieusement, le guépard choisit d'affronter sa proie en plein air. Une seule accélération suffit à déterminer la victoire ou la défaite. Il peut passer de 0 à 100 km/h en quelques secondes seulement. Mais le prix à payer pour cette explosion est l'épuisement de ses forces physiques après chaque poursuite. Le guépard n'a pas la force de se battre longtemps, ni les griffes assez acérées pour grimper aux arbres. Sa vie est une succession de paris courts mais cruels, où la moindre erreur peut se transformer en mort. Contrairement aux lions ou aux hyènes, qui vivent en troupeaux complexes, les guépards se reproduisent entièrement seuls. Mâles et femelles ne se rencontrent que pour de courtes périodes, principalement pour s'accoupler. Lorsque la femelle est en chaleur, elle laisse des traces olfactives sur l'herbe, les troncs d'arbres et le sol pour attirer les mâles à distance. Les rencontres sont silencieuses. L'accouplement peut durer plusieurs jours, après quoi le mâle s'en va, laissant à la femelle la responsabilité d'élever les petits. Après environ 3 mois de gestation, une femelle guépard donne naissance à 2 à 4 petits. Durant les premières semaines, la mère déplace fréquemment ses petits. Le taux de survie des petits est très faible. Seul un faible pourcentage d'entre eux atteint l'âge adulte. C'est aussi la raison pour laquelle les guépards sont toujours attentifs aux moindres mouvements autour d'eux, même lorsqu'ils chassent. Alors qu'il s'enfonçait discrètement dans un espace ouvert, reniflant un troupeau d'antilopes au loin, le guépard s'immobilisa brusquement. Le vent apportait une odeur familière. Pas celle du sang, mais celle d'un concurrent redoutable. La fourrure tachetée bougeait légèrement parmi le feuillage clairsemé. Ce n'était pas une proie. C'était un léopard. Les yeux du guépard se plissèrent, les muscles sous sa peau se tendant à chaque respiration. Devant lui, le léopard approchait lentement. 2 prédateurs solitaires. Le combat commença.
Les deux camps chargèrent. Le léopard ne pouvait lutter sur de longues distances, il battit en retraite. Le léopard recula lentement, chaque pas trahissant la confusion sur son visage tendu, sa queue flottant d'anxiété et de peur. Dans un pays où toute vie doit lutter pour survivre, il n'y a pas de victoire absolue. Il n'y a que des moments de survie, où les plus forts ne sont pas les plus féroces. Mais celui qui sait quand battre en retraite silencieusement ou contre-attaquer soudainement. Le Botswana, où chaque empreinte dans l'herbe raconte une histoire. Chaque regard, chaque bond, chaque grognement sourd est un instinct primaire qui n'a jamais été apprivoisé. Et lorsque l'obscurité retombe sur ces terres, la bataille reprendra. Ni répit ni pitié. Pour suivre d'autres rencontres sauvages et les instincts de survie des prédateurs, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous pour ne rien manquer de cette aventure dans le monde sauvage.